Bienvenue à la série des visites virtuelles du MoCo, avec les explications de notions autour de l'exposition Permafrost, les formes du désastre. Aujourd'hui, nous invitons Clémence Agnès, qui est enseignante en philosophie et actualité de l'art à l'école du Perret, à l'université Paris 8 et au MoCo ESBA, à nous présenter la notion de Cthulhu-Sen. Le Cthulhu-Sen est un concept développé par Donna Haraway pour désigner les puissances énergiques qui agissent à l'échelle de la Terre, dont les peuples humains font partie. Haraway pense le Cthulhu-Sen comme le complément nécessaire à la notion d'anthropocène, inaugurant ainsi un face-à-face dynamique entre les forces déployées par l'activité humaine, qui caractérise l'anthropocène, et le feedback de puissances moins souterraines que non perçues, qui sommeillent au creux de la Terre et du vivant. Précisons que le concept forgé par Haraway n'est pas uniquement relié au monstre polymorphe de Lovecraft, Cthulhu, et qu'au contraire, elle cherche à s'en départir. Cependant, son Cthulhu-Sen évoque sous bien des aspects celui de Lovecraft. Dans la nouvelle intitulée « L'appel de Cthulhu », Lovecraft nous livre dès l'ouverture cette phrase. « Ce qui est à mon sens pure miséricorde en ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. » Lovecraft laisse ici entendre que par chance, nos facultés, de par leurs propres limitations, nous préservent du vertige que nous inspirerait l'embrassement total des forces agissantes dans l'univers. Les puissances occultes, ou pour le dire autrement non perçues, qu'il évoque, sont précisément celles qui construisent les diverses intrigues du mythe de Cthulhu, à savoir ceux qu'il nomme les grands ancêtres, des sortes d'entités massives en sommeil. Ils ont par le passé régné sur la Terre et sortent de leur léthargie en différentes occasions pour réinstaller leur domination. Lovecraft forge avec eux un panthéon fantastique composé de différentes figures impossibles à appréhender pour les humains, en dehors des effets qu'ils produisent sur le monde. Ces effets ultra-spectaculaires et destructeurs, reliés à des forces telluriques et anciennes, peuvent être rapportés à ceux que Donna Haraway convoque face à la notion d'anthropocène. Là où l'anthropocène s'efforce d'analyser les effets de l'activité humaine sur la Terre, Haraway cherche à affirmer non pas l'existence d'un monde ésotérique réellement existant, mais disons plutôt qu'elle utilise ce ressort fictionnel pour affirmer la nécessité méthodologique de renverser le point focal, c'est-à-dire non plus seulement se centrer sur l'humain et, à sa suite, ses effets dans le monde, mais tenter de percevoir les faisceaux multiples de forces qui animent la matière à travers les trois règnes, minéral, végétal et animal. Ces forces ne sont pas soumises aux seuls agissements humains. Elles procèdent indépendamment de nos propres visées et viennent bien souvent contrarier nos entreprises. Le projet d'Haraway est de forger un mythe-concept capable de nous permettre de dépasser l'anthropocentrisme de l'anthropocène. Là où pour Haraway, l'anthropocène nous amène à penser le monde sous l'angle de l'action humaine sur son environnement, le Cthulhu-Sen nous demande de nous déplacer, de dépasser la stricte séparation des espèces et des ordres, et de réfléchir à des vecteurs de force qui n'iraient pas dans un seul sens, de l'humain sur le monde. Le concept d'anthropocène, appliqué à l'écologie, malgré des intentions généreuses à l'endroit du vivant dans son entier, reconduit pour Haraway une vision du monde qui suppose que l'espèce humaine est centrale, espèce sujet, déposée dans un monde objet, ou encore sujet actif, agissant sur son milieu passif. Ce décentrement du point de vue, ce brouillage de la partition classique attribuant à chaque règne une capacité d'agir décroissante en partant de l'humain jusqu'au plus inerte caillou, cette attention portée aux synergies fastes ou néfastes qui s'établissent entre les différentes forces en présence, se retrouve dans plusieurs œuvres présentées dans le cadre de l'exposition Permafrost. On pense par exemple aux hybridations de Michael E. Smith, qui semblent rendre compte d'une rencontre entre animés et inanimés, objets manufacturés et restes animaux, fruits de leur curieuse forme d'existence commune. Rochelle Goldberg, quant à elle,
composent des installations instables où cohabitent des végétaux en constante transformation, des métaux lourds qui réagissent avec les autres éléments, des matières synthétiques, des artefacts humains prenant la forme de statuettes, vestiges de mythes immémoriaux. L'effet de décentrement précédemment évoqué s'applique ici non seulement dans la déhiérarchisation manifeste entre les règnes auxquels appartiennent les éléments qui composent l'installation, mais également dans le rôle même de l'artiste, qui abandonne en partie sa souveraineté d'ordonnateur des matériaux à l'action de la vie autonome de ceux-ci et aux prises de forme singulières qu'elles génèrent.